Avez-vous déjà remarqué cela? Alors que votre vie semble aller pour le mieux vu de l'extérieur, un vide indescriptible grandit en vous. Les jours passent, les responsabilités sont assumées, on vous croit en pleine forme. Mais chaque matin, vous vous réveillez avec la même question: où suis-je? Ou plutôt, où suis-je avec moi-même? Selon Carl Jung, se sentir perdu au milieu de sa vie n'est ni une faiblesse, ni une erreur, ni la conséquence d'une mauvaise décision. Ce sentiment est un signal envoyé par l'âme. Car, d'après Jung, on ne peut continuer à vivre avec une identité devenue insupportable. À un certain point, l'ordre que vous avez instauré dans le monde extérieur commence à étouffer la vérité de votre monde intérieur. C'est alors qu'une étrange fissure se forme. Ce qui vous motivait autrefois vous épuise désormais. Les succès ont un goût amer. Les attentes des autres pèsent de plus en plus lourd. Plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous vous négligez. Et un matin, sans événement particulier, cette simple pensée vous traverse l'esprit. Quelque chose ici ne m'appartient pas. Selon Jung, ce moment est celui de l'inconscient qui frappe à la porte. Car l'inconscient ne tolère pas d'être ignoré trop longtemps. Les questions refoulées, les émotions différées et les fragments de soi inassouvis s'accumulent, se renforçant silencieusement et finissant par se manifester par un sentiment de désorientation. Ce sentiment effraie beaucoup de gens car, dans le monde moderne, se perdre est perçu comme un échec. On nous apprend que tout doit être clair, que chacun doit savoir ce qu'il veut. Jung, pourtant, affirme le contraire. Selon lui, le lieu où une personne entame véritablement sa transformation est celui où elle a le sentiment d'avoir perdu son chemin. Car les anciennes repères ne servent plus. L'ancienne identité est trop contraignante. Les anciens rôles ne portent plus l'âme. C'est pourquoi se perdre au milieu de sa vie est souvent un appel au centre de l'existence. Au début, on ne le comprend pas. On ressent seulement un malaise, un vide inexplicable, une aliénation grandissante. Jung décrit cette situation comme l'éveil du soi, car le vrai soi ne se révèle que lorsque les faux équilibres s'effondrent. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas un hasard, car, selon Jung, on ne rencontre que les questions auxquelles on est préparé. Et parfois, la question la plus importante est: est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je joue un rôle qu'on attend de moi? Affronter cette question demande du courage, car la réponse peut nous éloigner de tout ce qui nous paraît sûr, mais elle peut aussi nous rapprocher de la vérité pour la première fois. Cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui se trouvent à ce seuil. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas un jeu d'algorithme. C'est peut être le signe que quelque chose commence à s'éveiller en vous. Parfois, ce sentiment d'être perdu s'accentue dans le silence de la nuit. Quand tout s'arrête, quand les bruits parasites cessent, on se retrouve seul homme avec soi-même. Selon Jung, ces moments sont aussi précieux que dangereux. Car la nuit, on se confronte aux questions qu'on fuit le jour. Désirs refoulés, rêves inassouvis et peurs inexprimées remontent à la surface de la conscience. On se sent suspendu dans le vide. Mais selon Jung, ce vide n'est pas un effondrement, c'est un berceau. C'est là que se forme une nouvelle conscience, une nouvelle direction et une vie plus authentique. Le problème, c'est que l'homme moderne ne supporte pas de demeurer dans ce vide. Il réclame aussitôt une étiquette, cherche une solution rapide et tente de se bercer d'illusions avec un sens éphémère. Dès que vous vous sentez perdu, votre esprit vous murmure « quelque chose ne va pas, il faut revenir en arrière, il faut redevenir comme avant ». Jung suggère d'examiner attentivement cette voix, car souvent, cette voix n'est pas celle de votre véritable nature, mais celle de vos habitudes. C'est le murmure de la structure qui vous protège, mais qui vous empêche de grandir. À ce stade, la plus grande erreur est de s'accrocher à son ancienne identité. On cherche à tout contrôler, à tout planifier, à tout prouver. Mais cet effort ne fait qu'accentuer le conflit intérieur. Le sentiment d'être perdu ne diminue pas. Au contraire, il s'intensifie. Selon Jung, la première étape pour comprendre ce processus est de ne pas considérer ce sentiment d'être perdu comme un ennemi. Ce sentiment ne surgit pas pour vous détruire, mais pour vous éveiller. Car c'est seulement lorsque le moi auquel on est habitué commence à se déliter que l'on s'interroge véritablement sur son identité. Cette question est la plus déstabilisante, mais aussi la plus transformatrice de la vie. Par conséquent, se perdre au milieu de son existence n'est pas une fin, comme beaucoup le pensent. C'est le seuil d'un commencement plus authentique. Et quiconque se trouve sur ce seuil, qu'il en soit conscient ou non, est désormais engagé dans un voyage intérieur irréversible. Ce sentiment de désarroi ne se manifeste souvent pas bruyamment. Il ne débute pas par un événement bouleversant. Au contraire, il est extrêmement discret. Selon Jung, les signes indiquant qu'une personne est entrée dans un vide intérieur
sont presque imperceptibles de l'extérieur. La vie quotidienne suit son cours. On va travailler, on remplit ses obligations, on paraît fort. Mais intérieurement, un autre processus est à l'œuvre. Ce qui avait autrefois du sens devient peu à peu mécanique. Les mêmes conversations se répètent, les mêmes réactions se succèdent, et la personne commence à se sentir spectatrice de sa propre vie. Jung décrit cette situation comme une rupture de la conscience avec l'âme. Car lorsqu'une personne affaiblit son lien avec son monde intérieur, la vie se déroule superficiellement. La profondeur disparaît, le sens s'estompe. L'un des signes les plus marquants de ce vide intérieur est la fatigue. Une fatigue non physique qui ne disparaît pas avec le repos. La personne dort, mais ne parvient pas à récupérer. Elle prend des vacances, mais ne parvient pas à se détendre. Car ce n'est pas le corps qui est fatigué, mais l'être. Selon Jung, ce type de fatigue provient de la contradiction constante entre l'individu et lui-même. À mesure que s'accroît le fossé entre les besoins intérieurs et les attentes extérieures, l'âme se tend. Lorsque cette tension perdure, l'individu commence à épuiser son énergie sans s'en rendre compte. Dès lors, le vide intérieur se manifeste non comme un manque, mais comme un état d'épuisement. Un autre symptôme est l'engourdissement émotionnel. Ce qui vous touchait auparavant semble désormais indifférent. La joie est éphémère. La tristesse ne s'approfondit pas. La vie paraît dénuée de couleurs. Selon Jung, il ne s'agit pas d'une disparition des émotions. Les émotions sont toujours présentes, mais elles sont refoulées par la conscience. En évitant le contact avec la douleur, l'individu ne peut pas non plus se connecter à la joie. C'est précisément là que naît le vide intérieur, car l'individu ne souhaite ressentir que les émotions rassurantes. En excluant les émotions difficiles, l'intégrité de l'âme est perturbée. Les personnes qui éprouvent ce vide intérieur s'en veulent souvent. Elles pensent qu'elles devraient être plus heureuses. Elles essaient d'être plus motivées, plus reconnaissantes, plus fortes. À ce stade, Jung lance un avertissement important. Il ne s'agit pas d'une faiblesse morale, mais du signe que l'âme n'est plus en harmonie avec son ancienne façon de vivre. Ce vide ne se comble pas par la force, car le problème n'est pas un manque d'effort, mais une perte de repères. S'éparpiller dans la mauvaise direction ne rapproche pas de son but. Le plus dangereux, à ce stade diagnostique, est de tenter de combler ce vide intérieur par des solutions temporaires. Plus d'activité, plus de succès, plus d'interactions sociales. Selon Jung, rien de tout cela ne comble ce vide. Au contraire, cela accélère l'aliénation de la personne vis d'elle-même, car le vide intérieur ne peut être comblé par quoi que ce soit d'extérieur. Ce vide exige que la personne se tourne vers l'intérieur, qu'elle y consacre son attention, son énergie et son authenticité. Jung affirme que si l'on continue d'ignorer ces symptômes, l'âme envoie des signaux plus insistants. L'anxiété augmente, l'impatience se multiplie et la personne commence à surréagir aux moindres choses, car tout ce qui est refoulé cherche à s'exprimer. Le vide intérieur est en réalité un signe avant-coureur de la déconnexion entre le conscient et l'inconscient. Lorsque cette déconnexion n'est pas reconnue, la personne se coupe de sa propre vie. C'est pourquoi la phase de diagnostic est cruciale. Car, pour la première fois, la personne commence à réaliser « le problème ne réside être pas dans ma vie, mais dans ma relation à ma vie ». Cette prise de conscience est déstabilisante. Mais selon Jung, la transformation commence précisément à ce moment-là. Cet état de vide intérieur s'insinue souvent dans les relations d'une personne. On peut se sentir seul même entouré de monde. Les conversations ont lieu, on rit, les interactions quotidiennes se poursuivent. Mais il n'y a pas de contact physique. Selon Jung, cette solitude ne provient pas d'un détachement vis des autres, mais d'un affaiblissement du lien avec soi-même. Une personne qui perd le contact avec sa voix intérieure ne peut entendre profondément les voix des autres. Par conséquent, les relations restent superficielles, les liens se brisent facilement et la personne se sent incomprise. Le vide intérieur se manifeste souvent par le sentiment que personne ne me voit vraiment. Un autre symptôme est la perte de repères. La personne peine à exprimer clairement ses désirs. Les questions concernant l'avenir deviennent accablantes. Selon Jung, cette incertitude n'est ni de la paresse, ni de l'indécision. Elle indique que l'élan des anciens objectifs ne porte plus le poids des préoccupations. Lorsqu'une personne fonde longtemps sa direction sur les attentes d'autrui, son propre sens de l'orientation s'émousse. Le vide intérieur résulte précisément de cette perte de repères. Quand on ne sait plus où aller, chaque pas devient vain et ne fait qu'accroître la fatigue. Approfondissons maintenant notre réflexion. Car, selon Jung, derrière le vide intérieur se cache non pas un chaos aléatoire,
mais un mécanisme hautement ordonné. Au cœur de ce mécanisme se trouve la persona. La persona est le visage que l'individu se forge pour interagir avec la société. Rôle, identité, image, tout en fait partie. Jung ne considère pas la persona comme un problème en soi. Le problème réside dans l'identification de l'individu à ce masque. Autrement dit, il commence à vivre son rôle non comme un moyen, mais comme son identité. L'individu survit des années avec ce masque. Il est apprécié, accepté et contribue à instaurer un certain ordre. Avec le temps, le masque se renforce, recouvre tous les aspects de la vie de l'individu et finalement la voix du vrai moi devient inaudible. C'est alors que le contrôle entre en jeu. Pour éviter de perdre, les individus commencent à contrôler. Ils contrôlent leurs relations, leurs émotions, leur image. Selon Jung, ce besoin de contrôle est un produit de la peur, non de la confiance. Car, lorsqu'un individu perd le contact avec son monde intérieur, il tente de rétablir un équilibre en régulant le monde extérieur. Il pense que lorsque tout est planifié, lorsque chaque rôle est joué à la perfection, il n'y aura aucun problème. Mais ce n'est qu'une illusion. Plus le contrôle augmente, plus la tension intérieure s'accroît. Car les parties refoulées de soi ne disparaissent pas. Elles sont simplement enfouies dans l'inconscient. Et l'inconscient, tôt ou tard, commence à se manifester. Selon Jung, l'aspect le plus dangereux de cette illusion est que la personne se croit puissante. Elle pense pouvoir tout gérer, maîtriser chaque situation et jouer avec succès chaque rôle. De l'extérieur, elle paraît effectivement puissante. Mais le prix à payer intérieurement est très élevé, car la personne tente de rester forte sans être elle-même. À la longue, cela épuise l'âme. Le vide intérieur s'approfondit précisément à ce moment-là. La personne ne peut se reposer, car s'arrêter signifierait que le masque tomberait. Le silence est évité, la solitude est difficile à supporter. Jung dit que la personne ne craint pas la solitude en elle-même, mais d'être seule avec elle-même. Ce mécanisme se manifeste également dans les relations. Les liens construits sur la personnalité sont superficiels. La personne dit ce qui l'arrange et non ce qu'elle ressent vraiment. Il donne des réponses appropriées, affiche les émotions attendues. Avec le temps, cela conduit à l'aliénation, la personne se sent incomprise. Mais selon Jung, le problème ne vient pas des autres. Le problème, c'est que la personne se rend invisible. Plus le masque est éclatant, plus le vrai soi est obscurci. Et tout ce qui demeure dans l'ombre accumule de l'énergie dans l'inconscient. L'illusion de contrôle se remet alors en marche. Les gens tentent de résoudre ce malaise en instaurant plus d'ordre. Ils deviennent plus disciplinés, aspirent à un plus grand succès et recherchent davantage d'approbation. Jung considère ce cycle comme dangereux car cet effort ne résout pas le problème. Il ne fait que le repousser. La véritable solution n'est pas d'accroître le contrôle, mais de s'intéresser à la source de ce besoin de contrôle. Pourquoi une personne est-elle si dépendante? De quoi a-t-elle peur de perdre? Si ces questions ne sont pas posées, le mécanisme s'auto-alimente. Le masque s'épaissit, le vide intérieur grandit. Selon Jung, la transformation commence par la reconnaissance de cette illusion. Un seuil est franchi lorsqu'une personne accepte pour la première fois « je ne suis peu, être pas la personne que je crois être ». Cette acceptation est bouleversante car l'identité construite pendant des années s'effondre. Mais elle est aussi libératrice car une nouvelle relation devient possible, avec le vrai soi, l'inconscient et les aspects refoulés. Lorsque le mécanisme commence à se défaire, on réalise que ce qui rend la vie difficile, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais le rôle que l'on joue constamment. À mesure que le masque tombe, le besoin de contrôle diminue. Ce besoin de contrôle diminue, et l'espace intérieur s'élargit. Ce processus, comme l'a souligné Jung, montre que le sentiment d'être perdu est en réalité un signal d'alarme. Car l'âme ne veut plus maintenir de faux équilibres. L'une des dimensions les plus invisibles de ce mécanisme est la tentative de contrôler même ses propres réactions intérieures. Selon Jung, lorsqu'une personne essaie de gérer non seulement le monde extérieur, mais aussi ses émotions, le conflit intérieur s'intensifie. La colère est refoulée, la tristesse est reportée, la vulnérabilité est confondue avec de la faiblesse. Mais aucune émotion refoulée ne perd son effet. Elle revient dans l'inconscient, transformée. C'est pourquoi apparaissent des réactions soudaines, une agitation inexplicable et des problèmes relationnels récurrents. Peu importe les efforts déployés par une personne pour paraître équilibrée, son équilibre intérieur s'affaiblit progressivement sous le poids de cette répression. À un certain moment, ce mécanisme ne reste plus silencieux. Selon Jung, rien de refoulé ne disparaît. Cela ne fait que changer de forme. C'est le moment où la rupture commence. La personne ne peut plus continuer comme avant. Les émotions qu'on a tenté de maîtriser,
les besoins ignorés et les aspects niais de sa personnalité cherchent à émerger. Jung décrit ce stade comme la révélation de l'ombre. L'ombre n'est pas le mauvais côté de la personne, mais la part d'elle-même qu'elle refuse d'accepter. Colère refoulée, désirs inexprimés, pensées honteuses, vulnérabilité et peur s'accumulent dans cette zone. Plus une personne s'enferme dans une seule identité, plus l'ombre s'intensifie. La rupture semble souvent soudaine. Un petit événement provoque une réaction majeure. Un simple mot suffit à déclencher une colère profonde. Selon Jung, ce qui se déclenche ici, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'ouverture d'une porte. Ce qui explose réellement, c'est l'énergie accumulée dans l'inconscient depuis longtemps. Dans ces moments-là, la personne ne se reconnaît plus. On entend souvent la phrase « d'habitude, je ne suis pas comme ça ». Jung, pourtant, affirme le contraire. Les réactions qui émergent dans ces moments-là sont la tentative du moi refoulé de s'exprimer. Ainsi, pour la première fois, la personne apparaît plus entière. L'émergence de l'ombre s'accompagne souvent de culpabilité et de honte. On a envie de rejeter ces aspects de soi-même, de les réprimer davantage. Selon Jung, ce réflexe est compréhensible, mais dangereux, car combattre l'ombre ne fait que la renforcer. Chaque aspect non accepté continue d'exister plus intensément dans l'inconscient. Par conséquent, le malaise ressenti s'accroît pendant les périodes de bouleversement. L'anxiété et l'impatience augmentent et les relations se tendent. On a l'impression de s'auto-saboter. Jung explique cela non pas comme de l'auto-sabotage, mais comme une tentative de la réalité refoulée de reprendre le contrôle. À ce stade, on a généralement deux options, soit rejeter complètement l'ombre et s'accrocher encore plus à son ancien masque, soit faire une pause et essayer de comprendre ce qui se passe. La première option est réconfortante à court terme. On croit souvent être revenu à l'ordre ancien, mais l'ombre ne disparaît pas. Elle s'exprime simplement de manière plus complexe. La seconde voie est difficile, car elle exige de la personne une confrontation avec elle-même. Selon Jung, la véritable transformation n'est possible que par cette voie, car l'ombre, si elle n'est pas intégrée, gouverne la vie d'une personne en coulisses. La rupture est l'une des périodes les plus mal comprises de l'existence. La société qualifie ce processus de crise, d'échec ou de faiblesse. Jung, quant à lui, y voit une expansion de la conscience, car pour la première fois, la personne prend conscience des parties manquantes d'elle-même. Elle commence à comprendre que des aspects qu'elle rejetait auparavant comme ne lui appartenant pas, lui appartiennent en réalité. Cette prise de conscience est déstabilisante. Elle perturbe le récit que l'on se raconte. Mais elle recèle aussi un immense potentiel de liberté, car la personne sent qu'elle n'est plus confinée à un seul rôle. La plus grande erreur que l'on puisse commettre durant cette période, lorsque l'ombre émerge, est de vouloir rétablir trop vite l'ancien équilibre. Selon Jung, précipiter les choses, c'est abandonner le processus à mi-chemin. La rupture n'est pas une fin, mais un seuil. Le temps est nécessaire pour que l'ancien moi se dissolve. Durant cette période, on peut se sentir dispersé, indécis et vulnérable. Mais cette vulnérabilité, selon Jung, est le signe que l'inconscient commence à entrer en contact avec la lumière. À ce stade, l'ombre émerge, non seulement avec ses aspects difficiles, mais aussi avec ses potentiels refoulés. On prend conscience de désirs qu'on n'osait auparavant pas exprimer. On commence à percevoir sa créativité étouffée, ses besoins inexprimés et les aspects de soi-même qu'on avait mis de côté. Pour Jung, l'ombre n'est pas seulement l'obscurité, elle est aussi une vie inachevée. Ainsi, le point de rupture engendre non seulement de la douleur, mais aussi une puissante sensation de vitalité. On entre en contact avec une réalité qu'on n'a pas ressentie depuis longtemps. Enfin, on commence à comprendre que ce qui nous épuisait, ce n'était pas l'existence de l'ombre, mais les années passées à l'ignorer. Le point de rupture est donc inévitable, car l'âme ne peut tolérer longtemps une vie incomplète. Comme le souligne Jung, ce n'est qu'en reconnaissant son ombre qu'une personne peut s'engager sur la voie de l'intégration. Aucun équilibre intérieur n'est durable sans cette étape. Par conséquent, le point de rupture n'est pas un effondrement, mais un passage nécessaire qui ouvre la porte à une vie plus profonde et plus authentique. À ce stade, la solution de Jung n'est pas une promesse de soulagement superficiel ni de guérison rapide. Sa solution est radicale et exige une transformation complète de la vie de l'individu. Cette solution est appelée individuation. L'individuation ne consiste pas à construire une nouvelle personnalité ni à porter un masque plus épais. L'individuation consiste à se réapproprier les parts de soi abandonnées au fil des années. C'est le processus de reconnexion avec son être véritable. Selon Jung, une personne ne peut commencer à s'intégrer qu'en se libérant de son conflit intérieur.
car à la racine de ce conflit se trouve une fausse croyance. La personne pense que certains aspects d'elle-même sont inacceptables. L'individuation est la dissolution de cette croyance. Le processus d'individuation commence par le dépassement des réactions automatiques. Jung établit ici une distinction claire entre réaction et choix. La réaction est la réponse automatique de l'inconscient. C'est l'exutoire momentané d'expériences passées, d'émotions refoulées et de vieilles peurs. Le choix, en revanche, requiert la conscience. La personne prend conscience de ses émotions, en observe l'origine et détermine consciemment une direction à suivre. Selon Jung, c'est précisément à ce moment que se révèle le véritable pouvoir, car pour la première fois, la personne commence à se libérer intérieurement. Elle n'est plus contrainte de céder à chaque impulsion. La notion de limite joue un rôle central dans ce processus. Pour Jung, établir des limites n'est pas une exclusion d'autrui, mais une protection de soi. Lorsqu'une personne ne parvient pas à établir de limites, son monde intérieur est constamment violé. Chaque demande, chaque attente, chaque émotion s'infiltre. Cela conduit l'individu à perdre son équilibre. À mesure qu'il progresse vers l'individuation, il cesse de chercher à plaire à tous. Il accepte l'impossibilité de satisfaire tout le monde. Cette acceptation n'est pas une perte, mais une liberté, car la personne ne distribue plus son énergie inconsciemment. Elle devient sélective. Selon Jung, la sélectivité n'est pas de l'égoïsme. La sélectivité est la souveraineté de soi. Une personne devrait savoir à quoi elle dit non, aussi bien qu'à quoi elle dit oui. À ce stade, beaucoup ressentent de la culpabilité, car leur ancienne personnalité se nourrissait d'approbation. Lorsque cette approbation se raréfie, un malaise intérieur apparaît. Jung considère ce malaise comme une étape naturelle du processus. Lorsqu'une personne se sépare de son ancienne identité, elle traverse une brève période de vide. Ce vide est le prix de l'individuation. Mais une fois ce prix payé, la personne apprend pour la première fois à se recentrer sur elle-même. Une autre dimension importante du processus d'individuation est la nouvelle relation établie avec l'ombre. Jung définit l'ombre non pas comme une zone à détruire, mais comme une réalité à intégrer. En prenant conscience de ces aspects refoulés, la personne apprend à ne plus les craindre. La colère, la jalousie, la vulnérabilité ou le désir de pouvoir ne sont plus des ennemis. Abordés en pleine conscience, ces aspects renforcent son intégrité intérieure. Selon Jung, une personne développe un moi solide lorsqu'elle est pleinement elle-même, dans toute sa plénitude, et non seulement sous ses aspects positifs. À ce stade, le pouvoir de choisir devient encore plus manifeste. La personne ne se laisse plus submerger par toutes ses émotions. Ils n'acceptent pas chaque pensée comme une vérité. Ils ne suivent pas toutes les impulsions qui surgissent en eux. Jung appelle cela la souveraineté intérieure. Cette souveraineté ne s'établit pas par la répression. Au contraire, elle se développe par une observation profonde. En apprenant à s'observer, une personne gagne en liberté. Car la liberté, selon Jung, n'est pas l'absence de limites. Elle est la conscience de ses propres limites. Une personne qui progresse sur le chemin de l'individuation ne restructure pas sa vie. Elle la regarde avec un regard neuf. Elle commence à exister avec une conscience différente, au sein des mêmes relations, du même travail et des mêmes conditions. Ce qui change, ce n'est pas le monde extérieur, mais le centre intérieur. À mesure que ce centre se renforce, la personne devient plus calme, plus lucide et plus résiliente. C'est précisément la solution que Jung a proposée, non pas contrôler sa vie, mais établir une relation consciente avec elle, développer un soi qui choisit et non qui réagit. Lorsque ce processus est achevé, la personne réalise que la force ne s'acquiert pas de l'extérieur. La force naît de la paix intérieure. À mesure que le processus d'individuation progresse, la perception du temps se transforme également. Selon Jung, la personne ne ressent plus le besoin de se précipiter car elle a trouvé son propre rythme intérieur. Au lieu de chercher à suivre le rythme des autres, elle respecte sa propre vitesse, cela rend les décisions plus claires. Au terme de ce chemin, on n'atteint pas une grande euphorie. Le sommet décrit par Jung n'est pas un moment de triomphe éclatant. Au contraire, il est silencieux, sans prétention, imperceptible de l'extérieur. Mais intérieurement, un changement profond et durable s'opère. Selon Jung, à ce point atteint après s'être égaré, on ne vit plus avec les vieilles questions, car elles sont le fruit d'une conscience ancienne. On ne ressent plus le besoin de se justifier, de défendre son identité, ni l'obligation d'expliquer son rôle. On fait la paix avec le silence, et ce silence n'est pas le vide, mais une plénitude intérieure. Cet état de sagesse ne signifie pas tout comprendre ni tout résoudre. Pour Jung, la sagesse est la capacité de vivre avec l'incertitude.
On n'a plus besoin que tout soit clair. On accepte que certains aspects de la vie puissent rester ouverts. Cette acceptation apaise l'esprit et allège la pression sur l'âme. On ne cherche plus constamment à rattraper le temps perdu, car on est centré sur soi-même, indépendamment des circonstances extérieures. On est en contact avec soi-même, que l'on soit au milieu d'une foule ou seul. Le changement le plus frappant de cette sagesse silencieuse qui suit la perte se manifeste dans les réactions de l'individu. Le moi, autrefois prompt à se défendre, sait désormais marquer une pause. Selon Jung, cette capacité de pause est signe d'une grande force intérieure. On réalise qu'il n'est pas nécessaire de répondre à tout. Il n'est pas indispensable d'accepter toutes les invitations, de s'engager dans tous les conflits, ni de satisfaire à toutes les attentes. Cette prise de conscience permet de préserver son énergie, et cette énergie préservée nourrit la profondeur intérieure. La sagesse silencieuse transforme également le rapport à la souffrance. Selon Jung, à ce stade, la souffrance n'est plus perçue comme un ennemi. Elle est acceptée comme une composante inévitable de la vie. Cette acceptation ne consiste pas à glorifier la souffrance, mais à ne pas la nier. On ne perçoit plus les difficultés vécues comme une punition personnelle, mais comme une étape du développement de la conscience. Cette perspective n'endurcit pas l'individu. Au contraire, elle le rend plus doux et plus fort. À ce stade, on considère le sentiment d'avoir été perdu dans le passé sous un angle totalement différent. Selon Jung, ces périodes sont des moments où l'âme change de direction. Elles indiquent que les anciennes voies sont épuisées. Lorsqu'une personne prend conscience de cela, elle devient plus bienveillante envers elle-même. Le besoin de comparer son parcours à celui des autres diminue, car elle sait désormais que le processus d'individuation est unique pour chacun. Il est impossible de progresser au même rythme ou d'obtenir les mêmes résultats. Selon Jung, la véritable résilience réside précisément en cela. À ce stade, une personne sait qu'elle peut se perdre plus d'une fois dans sa vie, et ce n'est pas un problème, car chaque fois qu'elle se perd, c'est un appel à un nouveau niveau de conscience. La sagesse silencieuse est la capacité de reconnaître cet appel, sans paniquer, sans fuir, sans s'accrocher au passé. Une personne ne craint plus de se perdre, car elle comprend à quoi sert cette épreuve. Ce sommet, comme le souligne Jung, est l'état de maturité de la relation qu'une personne entretient avec elle-même. Il est calme, discret, mais profondément authentique. Et à ce stade, une personne ressent pour la première fois qu'elle n'est plus ballottée par les événements de la vie. Ils vivent pleinement leur vie. L'une des manifestations les plus profondes de cet état de sagesse silencieuse est une plus grande honnêteté envers soi-même. Selon Jung, cette honnêteté n'est pas impitoyable. Il ne s'agit pas de se juger ou de s'analyser constamment, mais de voir clairement ses limites. Reconnaître ses limites ne diminue pas son potentiel. Au contraire, cela l'ancre dans la réalité. On ne s'évalue plus en se comparant à la vie des autres. On a développé sa propre mesure intérieure qui ne fonctionne pas selon les variables du monde extérieur, mais selon un équilibre intérieur. Dans cette étape finale, telle que décrite par Jung, on ne cherche plus le sens de la vie dans un but unique ou un rôle unique. Le sens devient une profondeur révélée par chaque expérience. Les petits moments prennent de l'importance. Les choix simples sont faits plus consciemment. On ne court plus après les grandes réponses, car on a compris que la véritable transformation consiste à apprendre à vivre avec les questions. La sagesse silencieuse prend racine dans cette compréhension. On ne cherche plus à résoudre les problèmes de la vie, on s'engage pleinement dans la vie. Et cet engagement, selon Jung, constitue l'expression la plus aboutie de l'individuation. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.